Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Dans les commençons. cliniques spécialisées, la transplantation de follicules est pratiquée de manière chirurgicale et non chirurgicale. La transplantation de cheveux de manière peu invasive offre une meilleure esthétique, n'est pas accompagnée de sensations douloureuses et de cicatrices. La période de réadaptation est courte, les lésions cutanées guérissent rapidement et sans cicatrices. Le seul inconvénient de cette technique non chirurgicale est que les résultats de la greffe de cheveux peuvent être faiblement exprimés. En particulier sur la tête. En présence de zones étendues affectées par l'alopécie cicatricielle, il est conseillé d'utiliser une méthode chirurgicale de transplantation. Greffe de cheveux non chirurgicale. Cette procédure peu invasive est réalisée sous anesthésie locale et ne provoque donc aucune douleur notable. La technologie la plus avancée est la transplantation de cheveux par la méthode FUE, follicular uni extraction. Pendant la transplantation, aucune incision ni suture n'est pratiquée, le chirurgien utilise un outil spécial qui permet d'extraire des sections microscopiques de peau ainsi que des follicules vivants. La rééducation après la greffe dure environ une semaine. Préparation. Le site donneur est rase et anesthésie. À l'aide d'un tube de transplantation pointu d'un diamètre intérieur de 0,5 à 1 mm, le chirurgien prélevait des greffons contenant 1 à 4 follicules vivants. Les petites plaies qui subsistent sont des points sanguinolents qui cicatrisent rapidement sans suture. Extraction et traitement. Des morceaux microscopiques de peau avec des cheveux sont prélevés et placés dans un compose spécial qui stimule l'activité des follicules. À la veille de la transplantation. Implantation. Des micro-incisions ou des tubules sont pratiques dans la zone problématique pour y transplanter les greffons prélevés. Le médecin implante soigneusement les matériaux du donneur dans ces cavités en tenant compte de l'angle naturel de croissance des cheveux et de leur direction. Pour consolider le résultat, il est possible de procéder à un plasmolifting de la peau avec les greffons. Greffe de cheveux, photo avant et après chirurgie de transplantation capillaire. La méthode chirurgicale est utilisée rarement et en présence d'indications directes. Cette technique de transplantation est traumatisante et présente de nombreux inconvénients, douleurs importantes après l'intervention. Les cheveux transplantés ne s'enracinent pas tous, résultat esthétique insatisfaisant, apparition d'une longue cicatrice, jusqu'à 25 cm, impossibilité de répéter la greffe. Une bande de peau avec follicule est découpée dans la zone donneuse. Les bords endommagés sont recousus. Le matériel biologique destiné à la transplantation est étudié au microscope. La bande est divisée en petits fragments avec des greffons viables. Les morceaux de peau ainsi obtenus sont implantés dans les zones à problème où des incisions ont été pratiquées au préalable. Il est nécessaire de se rendre régulièrement chez le chirurgien pour un suivi systématique de la rééducation. Cette procédure comporte un risque d'infection et de rejet des tissus transplantés et peut donc provoquer des complications dangereuses. Dès la transplantation, les cheveux commencent à pousser normalement au bout de 4 à 5 mois, les points de suture post-opératoire restent visibles et ne peuvent pas être retouchés. Avantages de la greffe de cheveux. La procédure de transplantation présente les avantages suivants, pas d'effets indésirables, croissance naturelle des cheveux, cicatrisation. Indolore, effet visible rapidement, 95% de garantie du résultat. Indication pour la transplantation de cheveux. Alopécie androgénique chez l'homme et la femme. Alopécie cicatricielle après traumatisme, brûlure, chirurgie plastique du visage et de la tête, maladies inflammatoires de la peau. Hérédité d'une ligne capillaire antérieure trop haute et d'une calvitie frontale et temporale étendue. Correction de la forme de croissance des sourcils, de la barbe et de la moustache. Contre-indication à la transplantation de cheveux. Nombre insuffisant de mèches pour la transplantation, maladies inflammatoires. Du cuir chevelu, intolérance aux agents anesthésiques locaux, maladies oncologiques, maladies du système sanguin, diabète sucre. Comment se déroule la préparation à la greffe de cheveux? Avant la procédure de transplantation, chaque patient subit les analyses sanguines standards et se soumet à une consultation avec le chirurgien. Le chirurgien parlera en détail du déroulement de l'opération, des conséquences et des soins capillaires dans la période post-opératoire. Lors de la consultation, le chirurgien calcule le nombre moyen d'éléments nécessaires par centimètre carré de la zone donneuse et
Le nombre de greffons nécessaires pour déterminer le nombre d'opérations requises. En cas d'alopécie areata étendue, plusieurs opérations peuvent être réalisées. L'opération est réalisée sous anesthésie locale et dure généralement de 3 à 6 heures en fonction du nombre de greffons à transplanter. Un greffon est une microgreffe de peau contenant un ou plusieurs follicules pileux. La transplantation peut se faire soit un cheveu à la fois, greffe monofolliculaire, soit en groupe, greffe multifolliculaire. L'utilisation de greffons contenant 1 à 3 follicules permet aux cheveux transplantes de paraître aussi naturels que possible. Jusqu'à 3000 microgreffons peuvent être transplantés au cours d'une procédure de transplantation. Un greffon prélevé dans la région occipitale ou temporale est transplante, greffe, sur une couche prédécoupée de peau dégarnie contenant des follicules dormants. Les plaies de la région occipitale où les greffons ont été prélevés sont simplement recousus. On pense que les follicules pileux des régions occipitales et latérales sont insensibles aux hormones sexuelles masculines. Les follicules pileux de ces régions bénéficient d'un meilleur apport sanguin et d'un apport complet de nutriments. Par conséquent, la transplantation de follicules dans les zones frontales et pariétales dégarnies résoudra le problème de la calvitie. Les cheveux transplantes ne nécessitent des soins particuliers que pendant les 2 premières semaines suivant l'opération. Pendant cette période, il peut y avoir un gonflement du front et des paupières supérieures. Il est déconseillé d'utiliser un sèche-cheveux, de colorer les cheveux et de porter un couvre-chef serre. Conséquence de la transplantation capillaire d'un point de vue esthétique, les cicatrices et les traces de l'opération ne sont pas très attrayantes. Il n'est pas toujours possible d'obtenir l'épaisseur antérieure des cheveux en raison de la mort des follicules pileux lors de la transplantation. Il est possible qu'avec le temps, une alopécie se développe pour la même raison qu'auparavant. Le rejet du lambeau de peau greffe avec des follicules pileux est peu probable mais toujours possible. La transplantation de greffons est justifiée dans les cas où la calvitie est peu probable. Par exemple, en présence de brûlures, de traumatisme, c'est-à-dire de l'apparition d'un tissu cicatriciel dépourvu de follicules pileux. Dans le cas de l'alopécie androgénétique, le problème de l'insuffisance hormonale dans l'organisme n'est pas résolu. Il convient donc d'envisager une combinaison de traitements chirurgicaux et médicaux de l'alopécie areata. Avant de décider de subir une greffe, il convient de peser le pour et le contre et de se rendre compte qu'une solution chirurgicale à l'alopécie areata n'est pas une solution au problème, mais une échappatoire, en particulier dans le cas d'une calvitie avancée. La procédure ne peut pas rétablir la densité antérieure des cheveux, il s'agit essentiellement d'une méthode de redistribution du Pokorov restant du cuir chevelu vers la peau. Veillez à consulter un trichologue ou un cosmétologue qualifié avant d'opter pour cette méthode de traitement. Auteur, Maria Denisenko. Greffe de cheveux sur la tête. L'évolution de l'alopécie androgénique différée chez les femmes et les hommes. La concentration de l'hormone dihydrotestostérone, qui endommage les follicules, est plus élevée chez les personnes du sexe fort, qui se dégarnissent plus rapidement, en particulier dans les zones pariétales et frontales. L'alopécie androgénétique féminine se caractérise par un amincissement des boucles dans la zone de la ligne médiane de la tête avec une extension de la calvitie vers les zones latérales. Le tableau clinique de l'alopécie cicatricielle est plus complexe et plus difficile à diagnostiquer. Les mèches tombent de manière asymétrique, en larges foyers de forme irrégulière, sans localisation spécifique. Les zones affectées à la surface de la tête ont tendance à fusionner et à s'étendre. La peau dans ce type d'alopécie s'atrophie progressivement. Du tissu conjonctif se forme à la place des follicules. La transplantation de cheveux chez les femmes et les hommes est un moyen efficace de lutter contre la calvitie androgénique et la calvitie cicatricielle. La transplantation implique l'implantation de follicules sains ou de groupes de follicules provenant de sites donneurs dans les zones à problème. Dans le cas d'une alopécie étendue, en particulier la forme cicatricielle de la maladie, il est possible de transférer chirurgicalement des bandes entières de peau avec des greffons. Où les cheveux sont-ils transplantés sur le cuir chevelu? Dans les régions inférieures du cuir chevelu, les follicules se caractérisent par leur résistance aux facteurs nocifs et à l'action de la dihydrotestostérone. Dans ces zones, la circulation sanguine est intense, ce qui garantit l'apport de nutriments et d'oxygène aux racines. Les cheveux sont transplantés dans 2 zones, l'arrière de la tête et les côtes. Il arrive que des follicules donneurs soient prélevés sur le corps, mais ils ne sont utilisés qu'en l'absence du nombre nécessaire de greffons vivant sur la tête. Chez les hommes, la greffe de cheveux du visage est pratiquée.
Les follicules sont prélevés sur la peau du menton, où l'on observe une croissance maximale de la barbe. Comment se déroule la greffe de cheveux sur la tête? La transplantation de greffons est réalisée selon deux méthodes progressives, l'implantation chirurgicale de bandes de peau, la technologie non chirurgicale de transplantation de cheveux. Les spécialistes modernes préfèrent les méthodes de transplantation peu invasives en raison de plusieurs avantages, l'absence de douleur, absence de cicatrices et de marques de suture après la transplantation, bon effet cosmétique. Est-il possible de transplanter les cheveux d'une autre personne? Pour le traitement radical de l'alopécie, seuls les propres follicules ou groupes de follicules conviennent. La transplantation de cheveux provenant d'un autre donneur n'est pas pratiquée en raison de la faible compatibilité immunologique du matériel biologique. L'organisme perçoit les greffons de tiers comme des corps étrangers pièges dans le tissu cutané. Le système de défense produit des cellules immunitaires hostiles, de sorte que le cheveu étranger transplante tombe et ne se rétablit pas à l'avenir. Ce mécanisme s'accompagne souvent de processus inflammatoires et de putréfaction de la peau. Étape de la procédure. Lors de la première visite à la clinique, le médecin procédait à un examen initial du patient, puis à une consultation préliminaire. Au cours de la conversation, des points tels que les contre-indications, le volume de l'intervention chirurgicale, les étapes de l'. Opération, les médicaments pour l'anesthésie, le résultat attendu de la greffe de cheveux, le moment de l'opération, le nombre de greffons, follicules transplantes, les limites de la croissance des cheveux, la densité de l'implantation des greffons, le coût de la prestation, etc. sont abordés. Lorsque toutes les questions importantes ont été abordées et que les risques éventuels ont été écartés, une date est fixée pour l'opération. Aucune préparation à la greffe de cheveux n'est nécessaire. L'opération elle-même est réalisée en ambulatoire, le patient ne doit rester à l'hôpital ni avant ni après l'opération. La durée de l'opération est de 5 à 8 heures en fonction de la quantité de travail. Pour le patient, l'opération est absolument indolore. Il n'y a pas de sensation désagréable ni pendant le prélèvement et la transplantation des greffons, ni après l'opération. Il n'y a pas de conséquences négatives ou d'effets secondaires de la greffe de cheveux. Immédiatement après l'opération, le patient peut rentrer chez lui. Il n'y a pas de thérapie de rééducation après la greffe de cheveux, ni de soins médicaux particuliers pour les zones cutanées opérées. Le patient peut mener sa vie habituelle en respectant d'abord les recommandations du médecin concernant les soins à apporter aux cheveux transplantes. Contre-indication à la greffe de cheveux. Il n'existe pratiquement aucune contre-indication absolue à la greffe de cheveux. Les deux exceptions les plus courantes sont les allergies aux médicaments anesthésiques et les troubles de la coagulation sanguine. Toutefois, la transplantation capillaire présente un certain nombre de contre-indications relatives, en présence desquelles l'opération peut être reportée. Tout d'abord, il s'agit de l'âge du patient avant 18 ans. La perte excessive de cheveux pendant l'adolescence conduit généralement à une calvitie étendue dans le futur. En outre, il est impossible d'estimer la surface de la lésion dans ce cas. En d'autres termes, il est fort probable que la couverture capillaire de la zone donneuse soit insuffisante pour permettre le prélèvement de greffons et la transplantation de follicules ne peut pas être réalisée. Deuxièmement, il existe certains types de troubles mentaux chez le patient. Il s'agit notamment de la trichotillomanie, trouble mental dans lequel une personne éprouvait un besoin irrésistible de s'arracher les cheveux, de la dysmorphophobie, vision déformée de son propre corps, du trouble obsessionnel compulsif, pensées intrusives récurrentes et comportement inadapté du patient qui y est associé. Le troisième est le diabète sucre. Pour les personnes atteintes de diabète sucre, le risque de développer des infections post-opératoires est trop élevé. Par conséquent, la transplantation de cheveux n'est possible pour eux que par la méthode HF non chirurgicale et seulement avec une limitation du nombre de greffons à transplanter. Les maladies dermatologiques au stade de l'exacerbation constituent une restriction temporaire à la transplantation capillaire. Pour ces patients, l'opération peut être réalisée soit après guérison complète, soit pendant une période de rémission stable d'une maladie chronique. Les personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie coronarienne, celles qui souffrent d'hypertension artérielle ou qui portent un stimulateur cardiaque doivent impérativement consulter leur médecin avant de prendre une décision définitive concernant la greffe de cheveux. Article populaire. Choisir une clinique de chirurgie plastique. Le succès d'une intervention de chirurgie plastique dépend en grande
Partie de la façon dont l'épilation au laser diolase. Les lasers en cosmétologie sont largement utilisés pour l'épilation. C'est pourquoi accumulation de liquide dans le bassin. Il est recommande à toutes les femmes de se rendre régulièrement chez le gynécologue. Souvent, les représentantes de la belle quand le botox agit-il, combien de temps dure-t-il et comment fonctionne-t-il? Ce n'est un secret pour personne que les injections de botox blépharoplastie non chirurgicale plasma BT les yeux d'une femme sont le reflet de son monde intérieur. Ils expriment cause des taches rouges sur les jambes. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes sont confrontées à un phénomène aussi désagréable que vaginoplastie. Commentaire, coût de l'opération, si elle en vaut la peine. La femme moderne a appris à apprécier son corps et s'est aperçu qu'en chez l'enfant, le molluscum contagieux affecte le plus souvent les enfants d'âge préscolaire qui sont regroupés dans des jardins d'enfants. Il en résulte des épidémies, d'autant plus dangereuses que l'immunité des jeunes enfants est faible. Reconnaître la maladie chez un enfant n'est pas facile. Les enfants d'âge préscolaire souffrent souvent d'allergies alimentaires. Une éruption apparemment inoffensive, qui ne provoque pas de symptômes douloureux supplémentaires, n'attire pas l'attention des parents dans un premier temps. C'est pourtant ce qui devrait alerter, car la plupart des lésions cutanées s'accompagnent de fièvre, de malaise, de démangeaisons, etc. Chez les enfants, il ne faut pas espérer que le virus passe tout seul, il faut se rendre chez un dermatologue dès les premiers soupçons de la maladie et la traiter. Pendant la durée du traitement, limitez le cercle de communication pour éviter de contaminer d'autres enfants. Traitez les jouets et les articles ménagers, lavez à nouveau les serviettes, le linge de lit et les vêtements. Bien qu'il ne soit pas difficile de guérir les symptômes du virus chez les enfants, il est nécessaire de procéder à des examens répétés. Car le molluscum peut se cacher et se manifester à nouveau, dès que les conditions de l'organisme sont favorables à son existence. Pour réduire le risque d'infection, apprenez à votre enfant à utiliser des produits d'hygiène personnelle dans les crèches, les piscines, les vestiaires sportifs, etc. Ne laissez pas votre enfant porter les vêtements et les chaussures d'autres personnes ou jouer avec les objets d'autres personnes. Examinez attentivement la peau de l'enfant. Clinique. L'établissement médical a été créé en 1974. Au départ, il s'agissait d'un centre trichologique où l'on pratiquait des procédures de bien-être pour le traitement et le soin des cheveux. Mais avec l'arrivée du docteur Serkan Ejan, il est devenu un centre spécialisé dans la transplantation FUE. La clinique est dotée d'un équipement de pointe et dispose de 10 salles d'opération. Le personnel est soigneusement sélectionné et hautement qualifié. La clinique compte plus de 10 000 opérations réalisées avec succès. Ses clients sont des patients venus des 4 coins du monde. Le nombre de personnes souhaitant bénéficier d'une greffe de cheveux à Moscou dans cette clinique augmente de façon exponentielle. Contre-indication à la greffe de cheveux. Avant de prendre le risque d'une greffe de cheveux, il convient de consulter un chirurgien spécialisé dans les greffes de cheveux. Il jugera de la nécessité de l'opération et, si c'est le cas, il établira un plan de restauration capillaire, prévoira le résultat nécessaire et choisira la méthode de guérison. Il n'existe pratiquement aucune contre-indication totale à la transplantation, hormis l'intolérance aux médicaments utilisés pour l'anesthésie locale. Parmi les contre-indications relatives, citons la non-conformité à la coagulation sanguine et les maladies de la peau en phase de détérioration. En ce qui concerne le diabète sucre, tout est ambigu. Certains médecins sont prêts à opérer des patients souffrant de diabète sucre, à condition que la maladie soit située en phase de compensation. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le processus de guérison sera un peu plus long que chez une personne en bonne santé, et que la garantie de succès ne sera pas de 100%. Symptômes du molluscum contagiosum. Les éléments du molluscum contagiosum se développent dans les zones de peau fine et délicate, sous forme de nodules hémisphériques, de la couleur de la peau normale ou d'un rose pâle. Ils sont de la taille d'une tête d'épingle ou d'un petit pois, avec une dépression en forme d'ombilic au centre et un écoulement blanchâtre. Corpuscule de mollusques lorsqu'on exerce une pression. En général, les lésions cutanées de cette infection sont très visibles et caractéristiques, il s'agit de papules en forme de dôme. De couleur chair avec invagination, fossette au centre, d'un diamètre de 1 à 5 mm. Parfois, elles peuvent devenir nacrées car elles ont un noyau cireux blanchâtre. Le contenu de la papule peut s'écouler sous l'effet d'une pression.
Dans certains cas, ces boutons peuvent provoquer des démangeaisons et des irritations, mais en général, les manifestations du molluscum contagiosum ne sont pas douloureuses. Les papules sur la peau ou les muqueuses peuvent être multiples ou uniques. L'infection peut toucher n'importe quelle zone du corps, mais les bosses spécifiques les plus courantes se trouvent sur le tronc, l'aine, les bras et les jambes. Le virus peut se propager d'une partie du corps à l'autre. Les manifestations du molluscum contagiosum peuvent disparaître d'elles-mêmes, généralement en l'espace de quelques semaines à 3 mois. Chez les personnes immunodéprimées, la guérison peut prendre de 6 mois à 5 ans. Traitement du molluscum contagiosum. La maladie ne nécessitait généralement pas le suivi d'un spécialiste, sauf pour le diagnostic, car les lésions de molluscum contagiosum sont rarement graves et disparaissent généralement d'elles-mêmes sans traitement. Dans le cas d'un molluscum contagiosum chez un enfant, de nombreux spécialistes considèrent que le traitement est plus inconfortable que les papules et, en outre, que la faible observance ne permet pas un traitement médicamenteux complet. D'autres spécialistes estiment que le traitement est nécessaire car les papules du molluscum contagiosum peuvent grossir et laisser des cicatrices. Le traitement médicamenteux du molluscum contagiosum consiste en l'application externe d'agents antiseptiques, dont certains ont également une activité antivirale. L'évolution de la dermatose et le pronostic varient de la régression spontanée de l'éruption à la dissémination du processus, à l'infection secondaire, etc. Les principales méthodes d'élimination des molluscum contagiosum sont diverses variantes de destruction des foyers, agents cauterisants chimiques, méthodes physiques, cryodestruction, diathermocoagulation, destruction au laser. Ablation du molluscum contagiosum. Le traitement chirurgical du molluscum contagiosum est souvent réalisé à l'aide de la technique la moins onéreuse, la cryothérapie. La procédure se déroule en 2 étapes. La papule est d'abord cautérisée avec de l'azote liquide, puis son contenu est éliminé à l'aide d'une curette. Il s'agit d'une méthode relativement indolore pour traiter le molluscum contagiosum, qui nécessitait toutefois des soins plus attentifs dans les semaines qui suivent, sous peine de laisser des cicatrices sur la peau. Une méthode plus douce, mais aussi plus coûteuse, consiste à éliminer les molluscum contagiosum au laser. La thérapie laser utilisant des lasers néodympulse est bien établie en dermatologie et en cosmétologie, car elle réduit la durée des soins post-opératoires par rapport à d'autres techniques. Le molluscum contagiosum chez l'enfant. Cette infection est plus fréquentée chez les enfants âgés de 1 à 10 ans. Le virus peut se transmettre entre enfants à la crèche ou à l'école. Le molluscum contagiosum se transmet facilement par l'intermédiaire d'objets partage. Il est donc important d'enseigner à votre enfant les règles d'hygiène personnelle le plus tôt possible. L'évolution de l'infection à molluscum contagiosum chez l'enfant a ses propres caractéristiques. Le noyau central de la bosse contient des particules virales et, par un processus appelé auto-inoculation, l'agent pathogène peut se propager aux zones cutanées voisines. Les enfants sont particulièrement sensibles à l'auto-inoculation et peuvent donc développer des groupes entiers de lésions sur la peau. Ainsi, chez les enfants, l'infection dure généralement plus longtemps, de 8 à 18 mois. MCV, l'agent responsable du molluscum contagiosum. La maladie appelée molluscum contagiosum est associée à un poxvirus, et non à un invertébré comme son nom pourrait le suggérer à tort. La maladie est causée par un orthopoxvirus appartenant à la famille des Poxviridae, sous-famille des Cordopoxviridae, genre Molluscipoxvirus. Le virus lui-même, le MCV, molluscum contagiosum virus, est un parent des herpesvirus et du virus de la varicelle et du zona. Il se subdivise en 4 types, de MCV 1 à MCV 4. Le premier type prédomine dans la population, tandis que le MCV 2 se rencontre généralement chez les adultes. La prévalence de cette maladie virale est la plus élevée chez les enfants, les adultes sexuellement actifs et les personnes immunodéprimées. Les complications dans environ 10% des cas, un eczéma se développer autour de la lésion. Une infection bactérienne secondaire peut également se développer. Le grattage et l'infection secondaire peuvent entraîner une cicatrisation de la peau. Le choix d'un traitement approprié pour le molluscum contagiosum, y compris la destruction intraépidermique, éliminer le risque de cicatrices cutanées. Le traitement des formes disséminées ou récurrentes de molluscum contagiosum, en particulier dans le contexte de maladies chroniques ou de conditions affectant l'immunité cellulaire, présente certaines difficultés.
Greffe de cheveux, transplantation, alopécie, calvitie et transplantation de cheveux, il y a un problème et il y a une méthode pour le résoudre. Les méthodes modernes de transplantation capillaire permettent de résoudre rapidement et confortablement les problèmes esthétiques et psychologiques des patients avec une garantie de résultat de 98 à 99%. Comment prévenir la maladie? Les principales mesures préventives sont le respect des règles d'hygiène. Un enfant qui va au jardin d'enfants ou à l'école doit changer de sous-vêtements tous les jours. Il est très important de veiller à ce qu'il utilise un gant de toilette personnel, qu'il se lave les mains après une promenade et dans une garderie. Les médecins recommandent de procéder régulièrement à des lavages d'eau, surtout si les enfants fréquentent une piscine. Les parents doivent examiner régulièrement la peau de l'enfant. En cas de signe d'infection, il convient de consulter un pédiatre. Lorsque le molluscum contagiosum est découvert chez un membre de la famille, il est important d'éviter tout contact étroit. La personne malade doit utiliser des ustensiles, des articles d'hygiène et du linge de lit séparé. Le molluscum contagieux ne présente pas de danger particulier pour la santé de l'enfant, à condition que les recommandations du médecin soient suivies. Un traitement est mis en œuvre en cas d'adhésion à une infection bactérienne. Les remèdes populaires et les pommades permettent d'éviter les auto-infections répétées. L'apparition de molluscum contagiosum ne dispense pas l'enfant de fréquenter le jardin d'enfants ou l'école. Molluscum contagiosum. Le molluscum contagiosum est une maladie de peau contagieuse provoquée par une infection virale. La maladie se transmet par contact domestique ou sexuel et touche principalement la peau et, dans certains cas, les muqueuses. Le molluscum contagiosum fait partie des maladies virales bénignes de la peau, touchant le plus souvent les enfants, les personnes en âge de procréer et les patients immunodéprimés. Remèdes populaires. Il existe plusieurs infusions pour cautériser le molluscum contagiosum en remplacement ou en complément des pommades. Elles doivent être utilisées pendant une courte période. Si elles ne donnent pas de résultat ou si elles aggravent le tableau, il convient de consulter immédiatement un spécialiste. En décoction, pour un verre d'eau, prendre 2 cuillères à soupe de matière première végétale, eucalyptus, succession ou calendula. Faire bouillir un quart d'heure à feu doux, puis laisser infuser. La préparation dure en moyenne 1 heure, après quoi la décoction peut être utilisée en traitant les lésions cutanées plusieurs fois par jour. Il est recommandé d'utiliser du jus frais d'ail ou de chélidoine. L'ail est cautérise plusieurs fois par jour, avec des pauses d'environ 5 heures, selon le régime de la journée. La chélidoine est utilisée 1 fois par jour. Si le jus de la plante n'est pas disponible, vous pouvez le remplacer par une infusion d'alcool. L'effet du traitement se fait sentir après quelques semaines. Il faut être prudent en cas de signe d'allergie ou d'aggravation de la maladie, il faut consulter un spécialiste. Le molluscum contagiosum est une maladie grave, elle doit être traitée selon les recommandations d'un dermatologue. Complications possibles. Démangeaisons causées par le virus, le grattage pouvant avoir des conséquences déprimantes. Les sacs endommages contenant le virus s'accrochent à l'infection et se transforment en une inflammation importante accompagnée d'un gonflement et de la formation de pustules. Il faut veiller à éviter la formation de cicatrices sur la peau. Des lésions particulièrement étendues, accompagnées d'une inflammation et d'une suppuration, sont le signe d'un affaiblissement des défenses de l'organisme. Chez les personnes infectées par le VIH, le molluscum contagiosum peut former des nodules de la taille d'un pois, localisés sur différentes parties du corps, dans un contexte de faiblesse générale et d'instabilité du système immunitaire. En cas de lésion particulièrement grande, il est nécessaire de faire des tests de dépistage du VIH pour écarter cette possibilité. Le virus sévit sous une forme chronique, il ne se manifeste pas par un état stable du corps et des éruptions immédiates, mais par un affaiblissement de courte durée. Lorsque le système immunitaire est renforcé, les symptômes disparaissent et peuvent ne pas être traités. Les molluscums peuvent persister sur la peau pendant plusieurs années et s'accompagner de maladies provoquées par la propagation un grand nombre de bactéries. Les femmes enceintes doivent être particulièrement vigilantes quant à la possibilité d'une infection, car comme tout le monde, elles ne sont pas à l'abri. Mais, bien que la majorité des spécialistes n'attribuent pas au molluscum contagieux un caractère dangereux pour la vie et la santé du futur enfant, on ne peut exclure la possibilité d'une infection par la mère dans la période qui suit l'accouchement, lors de
L'allaitement, de l'alimentation ou du toucher de l'enfant afin d'éviter tout danger, il convient d'entreprendre un traitement des l'apparition des lésions virales, d'autant plus que les moyens modernes permettent de lutter contre la maladie sans douleur et en toute sécurité pour la future mère. Diagnostic de la maladie. Le diagnostic est établi sur la base des résultats de l'examen clinique, clarifié par la méthode de la biopsie excisionnelle. Histologiquement, la lésion est représentée par le corps du molluscum qui se trouve dans l'épiderme au-dessus de la couche basale. Des cellules bordant le derme. Au microscope, le corpuscule du mollusque peut être détecté dans le corpuscule du mollusque, des inclusions cytoplasmiques, granules d'éosinophiles dans lesquels s'accumulent des particules virales, les virions. Ces inclusions s'élargissent et atteignent la surface du museau. Elles sont en fait identifiées comme des molluscum contagiosum. Dans la littérature étrangère, elles sont également appelées corpuscules de Henderson-Patterson. Petit noyau périphérique. Le virus est de grande taille, sa réplication se produit dans le cytoplasme du kératinocyte infect, ce qui provoque ensuite une hyperplasie de l'épiderme, qui est 2 à 3 fois plus épais que la peau normale dans la peau affectée. Il éprouve que le nombre de récepteurs aux facteurs de croissance épidermique, EGF, augmente à la surface des kératinocytes infects. Et que ces kératinocytes se multiplient plusieurs fois plus vite que les kératinocytes non infects. Les symptômes cliniques du molluscum contagiosum, foyer bien défini de couleur de peau normale, absence d'inflammation, sont dus au mécanisme pathogène particulier du néoplasme cutané intraépidermique. Bien que le rôle de l'immunité humorale dans l'apparition des symptômes ne soit pas entièrement clair, des anticorps IgG spécifiques sont trouvent chez 73% des patients et des anticorps IgM chez 60% d'entre eux. Le plus important dans l'infection par le molluscum contagiosum est l'état de l'immunité cellulaire. Si la réponse immunitaire cellulaire est complète, la régression spontanée est plus probable. Au contraire, dans des conditions d'immunodéficience, VIH, sida, hépatite virale, maladie chronique de longue durée, une dissémination de la lésion et le développement de formes géantes et compliquées de molluscum contagiosum peuvent se produire. Greffe de cheveux. Une chevelure luxuriante, brillante et saine, c'est bien sûr le rêve de tout un chacun. Mais lorsque les beaux cheveux s'éclaircissent, tout le monde panique. Que faire? Porter un chapeau perpétuel et essayer des perruques? Il existe une option plus tentante, la greffe de cheveux. Le problème de la calvitie a toujours été important. Aristote propose de nommer la perte de cheveux par le terme attrayant des alopécies. On sait que les cheveux peuvent tomber pour certaines raisons. Il s'agit très souvent d'une alopécie androgénétique, traditionnellement attribuée au type masculin. Plus ou moins importante, elle touche près d'un tiers des hommes âgés de 20 à 60 ans. Comme son nom l'indique, les responsables de la chute des cheveux sont les hormones androgènes, dont l'influence conduit à l'endommagement des follicules pileux et à leur mort. Il va de soi que les cheveux ne repousseront jamais à partir d'un bulbe mort. La perte principale se situe au niveau du front et de la zone pariétale. Mais l'arrière de la tête et les tempes restent généralement intacts. Il faut savoir que les follicules pileux de ces endroits ne possèdent pas de récepteurs sensibles aux hormones et sont donc protégés de leur attaque. Les femmes ne sont pas non plus à l'abri de la calvitie. La plupart du temps, elle survient sur fond de stress, mais pas immédiatement et au bout de 3 à 6 mois. De plus en plus souvent, les cheveux tombent après une grossesse, à la suite d'une avitaminose et même après une chimiothérapie. Au début, la situation est tragique. Mais elle est tout à fait réversible. Bien pire, si l'alopécie se développait selon le scénario masculin, lorsque les cheveux tombent sur le front et dans la région pariétale. Et qu'à d'autres endroits, sur les bras, les jambes, l'abdomen et même sur la poitrine, au contraire, ils commencent à pousser. En raison d'un excès d'androgènes. Dans ce cas, on ne peut guère se passer de l'intervention des médecins, endocrinologues, gynécologues et tricologues qui trouveront et supprimeront la cause de la maladie. Malheureusement, les cheveux peuvent aussi tomber à des niveaux hormonaux normaux en raison de la très grande sensibilité des follicules pileux aux androgènes. Il s'agit alors d'une prédisposition génétique à l'alopécie. Et si la perte de cheveux est importante, et surtout que les follicules pileux ne sont plus irréalisables à renouveler, il faut avoir recours à une greffe de cheveux. Comment traiter la maladie chez l'enfant? Le diagnostic de la maladie n'est pas difficile.
Un examen externe par un dermatologue suffit à confirmer la présence de Molluscum contagiosum chez un enfant. Dans la plupart des cas, le recours à d'autres types d'examens n'est pas nécessaire. Si le spécialiste a des doutes, la maladie peut être diagnostiquée par la méthode de la microscopie, qui consiste à prélever le tissu du nodule. Le Molluscum contagiosum doit être différencié des verruplanes, des kératoacanthomes, des miliomes et des dermatofibromes. En cas de localisation des formations sur la peau des organes génitaux et des paupières, provoquant une gêne pour l'enfant, un traitement par pommade et solution à base d'acide salicylique, d'oxolin, de peroxyde de benzoyle est prescrit. Les jeunes enfants grattent souvent les nodules, ce qui prolonge l'évolution de la maladie et favorise l'apparition d'une infection bactérienne. Dans ce cas, le médicament antibactérien métronidazole est prescrit. Si l'enfant est allergique à ce médicament, le médecin choisit un autre médicament antimicrobien. Comme médicament antiviral, le Vifron peut être prescrit. La méthode traditionnelle de traitement implique également l'élimination mécanique ou chimique des excroissances.